Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bonne journée. C'est la matinale de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Marie-Lise Lebranchu. Bonjour, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Pour vous interviewer dans un instant aujourd'hui, Perrine Tarnot de Public Sénat. Bonjour Perrine. Bonjour Cyril. Et Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour, bonjour. Marie-Lise Lebranchu, François Hollande est partout. Saisi de drogue, il y est. À la Courneuve, il y va. Hier, il intervient sur Moirans. Pourtant, est-ce qu'il est encore audible, François Hollande? Mais François Hollande est audible, la preuve c'est que vous en parlez ce matin, donc vous l'avez entendu vous-même. La Courneuve, c'était prévu depuis longtemps, vous savez que toute la problématique des banlieues, des quartiers, des ghettos dont on a si souvent parlé, enfin, un certain nombre de mesures sont prises. C'est lent, c'est, dit-il lui-même, on ne va pas assez loin, on ne va pas assez vite. Donc il encourage aussi tous ceux qui agissent sur les territoires, dont on ne parle pas souvent, toutes ces associations qui portent aussi les gens en difficulté, mais la création d'emplois. Et donc avec son agence, l'agence que nous allons créer, parce qu'il y tient absolument, ce président de la République qui est sur le terrain, vous l'avez dit, c'est aussi accompagner les entreprises. Je ne sais pas si vous avez regardé les chiffres, mais c'est intéressant. Dans une pépinière ordinaire, dans une ville équilibrée, il y a à peu près 60, 65, 70% des entreprises qui réussissent. Beaucoup moins dans ces zones-là, donc c'est important d'aller les aider parce que des créateurs, il y en a autant. Et peut-être qu'on n'a pas assez cru en eux, on ne leur a pas assez donné confiance. Et le président de la République veut donner confiance aussi à ceux qui sont là et qui sont largement aussi intelligents que les autres. Allez, on va traiter l'actualité, Perrine Tarnot. Et pourtant, oui, Marie-Lise Lebranchu, quelle séquence quand même terrible ces derniers jours pour le gouvernement, et terrible aussi pour cette pré-campagne présidentielle peut-être de François Hollande. On y reviendra avec d'abord la CGT, le président chahuté à la Courneuve, la grève des avocats qui met à mal quand même la garde des Sceaux, Moirans. C'est quand même l'autorité du gouvernement qui est mise à l'épreuve, à tel point qu'on a presque envie de reprendre le terme de chienlit. C'est un terme qui a été utilisé par le général de Gaulle il y a longtemps, quand il y avait des millions de personnes dans la rue. Je n'ai pas vu de millions de personnes dans la rue, et Nicolas Sarkozy, avec gourmandise, a repris ce mot. Je pense que d'abord, c'est pas le gouvernement qui va mal, ni le président qui va mal. C'est la France qui va mal. C'est la société française, c'est l'Europe, c'est une crise grave qui a commencé en 2008, dont on connaît les origines, qui est difficile à maîtriser, dont on sort petit à petit. Difficile à maîtriser. Difficile à maîtriser parce que c'est une crise internationale et vous savez, on ne va pas refaire l'histoire. On remonte petit à petit, on arrive enfin à de la croissance positive. Il fallait mettre toutes ses forces dans la bagarre, y compris, vous le savez, les marges des entreprises se reconstruisent. C'est quand même la première fois depuis 2008 qu'on a ce geste positif important. Mais les déclarations d'autorité de la part du gouvernement ont peu d'effet quand même. À mon avis, voyez-vous, ce serait totalement injuste de continuer à faire croire aux Français qu'il n'y a plus de gouvernement, qu'on perd de l'autorité, que petit à petit on va se faire la chanlie. D'abord parce qu'on aggraverait la crise, et à ce moment-là je ne vois pas comment le développement économique se fait quand on n'envoie que des messages de ce type. Mais il faut que nous remontions toutes les pentes. J'ai parlé des pentes des entreprises, je parle de la pente de la police par exemple. Mais justement, 13 000 postes supprimés sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. Et combien créés sous François Hollande? Combien de postes créés sous François Hollande? Je pense qu'il devrait être un peu plus modeste. Combien de postes créés sous Françoois Hollande? 1000 par an sur la police, la gendarmerie, la justice, plus les postes d'éducation nationale. Parce que l'école dans les quartiers... Mais les 13 000 n'ont pas été remplacés pour autant. C'est important. Quand vous arrivez derrière Nicolas Sarkozy avec 600 milliards de dettes, 13 000 policiers en moins, l'école en grande difficulté, je vais vous dire, il faut plus de 3 ans et demi pour redresser la France. Donc nous avons remis des effectifs partout, mais il faut le faire effectivement année après année, compte tenu de la situation budgétaire que nous avons trouvée. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de facilité pour l'ancien président de dire, écoutez, je vous ai laissé 600 milliards de dettes, j'ai oublié que j'avais enlevé 13 000 postes de police, mais c'est bizarre quand même, vous avez des dettes et il vous manque de policiers. Bon. Cela étant, Moirans, c'est pas lié à la crise internationale, autant que je sache. C'est un autre sujet. Deux questions sur ce sujet. Tout d'abord, Hier soir, j'ai décroché mon téléphone, puisque je suis journaliste, la société m'intéresse forcément, et donc j'ai appelé des commerçants et l'association des commerçants à Moirans pour avoir un peu leurs sentiments sur ce qui s'était passé. Et ils ont tous utilisé la même expression, l'exaspération. L'impression que les gens du voyage qui ont brûlé les voitures bénéficient d'une certaine impunité. Alors,
effectivement, à l'heure qu'il est, personne n'a été arrêté. C'est ça le problème à Moirans, à l'heure qu'il est. Vous allez faire le même exercice. Vous allez prendre votre téléphone. Oui. Vous allez appeler les employés du centre des impôts de Morlaix et les commerçants de Morlaix. Ils vont vous dire, je suis exaspéré parce qu'il n'y a pas un seul agriculteur qui, pour l'instant, n'a été... Certains ont été entendus au bout de, quand même, plus d'un an. Largement, parce que l'enquête Donc là, ça veut dire, comme l'a dit le difficile. procureur hier, que ça va être très long et que peut-être même on n'arrivera pas à trouver les coupables à Moirans. À Morlaix, toujours pas. Voilà. Bah oui, justement. Ce sont toujours... Cet exemple est intéressant. C'est intéressant. Ce sont des situations difficiles. Pourquoi? Parce que quand la manifestation commence, que ce soit la manifestation des agriculteurs exaspérés eux-mêmes à Morlaix, ou bien celle des gens du voyage à Moirans, vous n'êtes pas dans la manifestation. Parce que vous n'êtes pas un manifestant, vous n'êtes pas dans la manifestation avec un appareil photo et à prendre des cartes d'identité. Après, il faut être précis. Pourquoi ? Parce que si vous vous trompez, si quelqu'un est arrêté qui n'a pas participé à ces actes, des actions qui étaient simplement là, eh bien, l'affaire va finir. Dites-moi, avant moi, qu'on ce que je souhaite, c'est que l'enquête soit précise. Je sais qu'elle le sera, le procureur l'a dit, et qu'on trouve réellement les coupables. Mais dans tous les cas d'exaction, de la destruction des portiques jusqu'à cette terrible manifestation de Moirans. Avec ce genre d'image, celle que l'on a vue, ces voitures qui flambaient dans une commune de France. Rappelez-vous du viaduc à Morlaix. Oui, mais bon, est-ce que François Hollande n'est pas chaque jour un peu plus décrédibilisé? Est-ce que son image en prend pas encore un coup, là? Moi, j'ai la malchance d'habiter dans une région où les manifestations, où tout brûle, les ponts sont fermés, les villes détruites, ça arrive assez souvent. Vous êtes habitué, oui. Je trouve que c'est terrible qu'on accepte in fine parfois un peu la violence. Mais je peux vous dire que dans ce cas-là, comme dans celui de l'autoroute bloquée ou d'autres, le président de la République est déterminé. Les messages passés aux procureurs et aux policiers sont très clairs. On ne peut pas tolérer ce type d'action. On n'a jamais, je dis bien jamais, on ne peut pas tolérer une raison. On ne peut pas éviter non plus? On peut éviter aussi. Parce que parmi les gens du voyage, nous avons aussi de bons relais, vous le savez, des associations qui travaillent bien, des pasteurs qui nous aident, élus locaux comme membres de gouvernement, à essayer de canaliser une certaine forme de violence qui existe, que personne ne nie. Ceci étant, il faut nous-mêmes ne pas mettre ici, là, ce matin, de l'huile sur le feu. Parce qu'un pays qui veut se redresser doit gérer cette affaire, le procureur, les policiers, les gendarmes, tout le monde va s'en occuper. Mais un pays qui veut se redresser ne doit pas passer son temps à dire, bon, ben là, il y a eu des choses absolument inacceptables. Une violence, elle est inacceptable. Elle nous met en colère, moi comme vous, comme tout le monde. Mais attention, c'est un fait. À Moirans, c'est pas la France entière. Attention à ce que nous faisons nous-mêmes lorsque nous ne parlons que de cet incident, pendant qu'effectivement des choses peut-être vont mieux ailleurs. Et comme on parle jamais de ce qui va mieux, ça devient un petit peu terrible. Air France, oui, effectivement, le dossier Air France avec cette réunion sous haute tension, on peut dire quand même ce matin entre la direction et les syndicats. J'ai vu que les frondeurs du Parti socialiste demandaient la tête du président Alexandre de Juniac. Il a mal géré ce dossier, selon vous? Le dossier a donné une impression, je dis bien une impression parce que je ne suis pas dans l'entreprise, donné une impression effectivement de difficulté lorsque, sur toutes les antennes et dans les journaux, passait, et sur vos télévisions, l'idée que parce qu'une négociation avait échoué avec les pilotes et qu'on n'avait pas réussi à trouver un accord avec eux, bon ben on disait c'est dommage, on va se retourner vers les autres pour supprimer des emplois. Et on s'est trouvé, enfin les personnes concernées d'abord, avant nous, les personnes concernées se sont trouvées avec l'impression, sinon la certitude, de devoir payer, soit dans leur salaire, soit dans leurs emplois, pour un accord qui s'était pas fait avec les pilotes. Ce qui va beaucoup mieux aujourd'hui, c'est que l'ensemble des salariés acceptent d'être autour de la table, tous. Donc, on a franchi une étape. Et beaucoup demandent une intervention accrue de l'État. Alors, l'État a 17% effectivement à l'intérieur d'Air France. Je pense que l'actionnaire État a un souci. Il faut que Air France se redresse et se redresse le plus vite possible. Donc l'actionnaire État doit intervenir plus dans ce dossier ? Je pense qu'il intervient à la hauteur de ce qu'il est. Il faut aussi... on pourrait regretter qu'on ne soit pas actionnaire à 100% si on voulait vraiment intervenir totalement. L'État, pardonnez-moi, l'État est actionnaire à 17%. Il est présent, mais il est aussi présent d'un autre côté.
C'est-à-dire que pour toutes les grandes entreprises françaises, on essaye aussi, quand on est un gouvernement, et non pas l'État cette fois, Mais là, ça se quand on passe est un mal, c'est gouvernement, quand même d'être un fleuron médiateur de notre dans ce- industrie. Il faut- Ça il faut- représente la France. Est-ce qu'il faut quand même que l'État, là, Je intervienne dans pense les que jours l'État précis est médiateur dans ce sujet actuellement et qu'il doit aussi non seulement être actionnaire et vigilant sur les résultats d'Air France, mais il doit être aussi un médiateur, ce qu'il est. à Donc mon pas aller avis, plus loin que aujourd'hui. cette position de médiateur. Une question quand Plus même. loin que il demande des résultats, bien évidemment. Il demande un accord équilibré entre tous les salariés, ce qui est important. Un accord, je dis bien équilibré avec tous les salariés, en espérant qu'il y ait vraiment un accord. Ce que souhaitent les membres du gouvernement, et non pas l'actionnaire État seulement, c'est d'avoir un accord équilibré où chacun sorte en n'ayant non pas l'impression d'avoir été humilié, mais d'avoir réussi à sauver son entreprise. C'est quand même ce que tout le monde attend, y compris les Français. Juste une question. Demander. D'un côté, on dit, le gouvernement dit maintenant, il faut éviter de supprimer des postes. Et là, aujourd'hui, en comité d'entreprise, on va discuter de la suppression de 1000 postes. Voilà, on a déjà beaucoup moins que ce qu'on avait entendu. On Oui, était à d'accord, mais 2900. quand même. C'est ça aussi la C'est médiation. une c'est que- suppression de postes quand Vous même. savez, moi je viens d'aider comme médiatrice aussi à un petit conflit d'une filiale d'Air France à Morlaix. On était parti de plus de Donc il n'y 100, a pas le choix. depuis plus de 100 suppressions de postes, on est arrivé à 53, donc on a amélioré les choses. Il y a des moments où moi je n'ai pas tous les comptes d'Air France là sur la table, sinon je les regarderai avec vous avec plaisir. Ouais. Mais si il y a la une Mais façon il n'y a de- pas le il faut choix pour qu'elle sauver l'entreprise. Moins il y aura de licenciements, et c'est possible s'il n'y en avait pas. C'est-à-dire que si on avait simplement des départs volontaires, je pense que c'est ça le souhait de l'État actionnaire, c'est que les comptes se rétablissent uniquement, et si possible, avec des départs volontaires. Ce serait l'idéal, pas l'idéal. Maryse Lebranchu, si Ouais, les des résultats parlementaires. financiers d'Air France ne sont pas si mauvais, que doit faire l'État dans ces cas-là? Si, Si pardonnez-moi. les résultats financiers ne sont pas mauvais d'Air France, qui vont arriver bientôt, qu'est-ce qui va se passer? L'État, le chef du gouvernement s'est exprimé à l'Assemblée nationale en disant est-ce qu'on peut éviter, je veux qu'on évite le maximum de licenciements. Il peut y avoir des départs volontaires, ça se discute au vu des résultats d'Air France, c'est mieux, c'est pas encore parfait, nous disent les spécialistes comme vous, mais voilà, si on a des départs volontaires, pas de licenciement, c'est l'idéal. L'idéal serait qu'on garde tous les emplois. On n'en est pas là aujourd'hui, mais je pense quand même qu'on a une marche franchie. On est parti de 2900, on arrive à 1000, et peut-être que avec un accord, un peu plus de façon de gérer l'ensemble des personnels salariés, peut-être qu'on pourrait éviter les licenciements. C'est en tout cas notre souhait. Perrine Tarnot. Alors, le dossier des collectivités locales et cette grogne des élus qui n'est pas endigué par rapport évidemment à la baisse des finances locales, à la baisse des dotations de l'État. Vous avez promis une aide urgente auprès des départements concernant le RSA, les départements qui n'arrivent plus à payer le RSA. Deux questions précises. Combien de départements vont être aidés et à combien va s'élever cette aide? C'est 9 ou 10 immédiatement qui 9 vont ou 10? Justement, parce que vous savez que quand on vérifie les comptes, on les vérifie avec le président du département. Et certains, on est encore autour de la table. D'accord. Disons, c'est 10, mais il y en a quelques-uns en plus qui sont, j'ai envie de dire, en équilibre difficile. D'où l'intérêt pour nous de discuter sur tous les autres, 10 qui doivent être aidés, 40 qui sont en difficulté. Enfin, d'où vient la Donc, difficulté? vous confirmez ce chiffre de 40 en difficulté, notamment sur l'année 2016. Voilà. D'où vient, il faut qu'on regarde avec l'ensemble des présidents, d'où vient la difficulté? Parce qu'il y a aussi à l'intérieur des départements de France, certains qui disent, moi j'ai fait des économies de gestion, j'ai économisé sur ci ou sur cela. Si vous aidez tout le monde sans condition, j'aurais l'impression d'avoir fait des économies de gestion et d'avoir eu tort. Donc il faut que nous soyons justes, très justes. L'aide publique supplémentaire doit répondre à un certain nombre de critères pour qu'il n'y ait aucune Et contestation. vous savez à combien va de s'élever la cette part enveloppe des d'aide? autres. Je pense que ce n'est pas une très grosse somme, très honnêtement, mais ce qui est important, c'est de mettre sur la table le débat public du RSA. C'est ça notre sujet majeur que Alors le justement, Premier ministre a ouvert. Justement, il y a des parlementaires de droite à l'Assemblée et au Sénat qui ont déposé une proposition de loi pour aider à lutter contre la fraude au RSA. Ils veulent notamment avoir des moyens, les départements, pour lutter contre cette fraude. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Ils depuis estiment longtemps. que la Depuis caisse d'allocation longtemps, familiale qui gère le contrôle n'a pas les moyens. Alors, c'est peut-être pas tout à fait aussi juste que ça, parce que Et vous êtes prêt à les soutenir? D'autant que je suis une des premières maires à avoir supprimé des RMI que je jugeais abusives, et avec l'aide d'un président de département socialiste. Et franchement, on a en cas d'état d'âme. Si quelqu'un ne doit pas avoir l'allocation, cette personne ne doit pas avoir l'allocation. Après, il faut surtout faire un suivi suffisant des personnes, organiser les suivis des personnes, et c'est là qu'on sait très très vite
ce qu'on va récupérer ne sera peut-être pas tout à fait suffisant pour régler la question de toutes nos allocations de solidarité. Il faut qu'il y ait un vrai débat avec les Français qu'on ne réussit pas à avoir parce que c'est difficile à ouvrir. Qui doit prendre en charge les solidarités, les 100% de la PA, le RSA, etc. C'est un débat qui devrait, je pense, devenir débat public. Oui, juste dans quelques semaines, le congrès des maires de France, ni le Premier ministre ni le Président de la République n'ont confirmé leur présence. Ils ont peur de venir affronter les élus sur ces questions. On n'a pas peur des maires de France. Mais est-ce qu'ils vont venir, François Hollande ou Manuel Valls? Je pense, oui. Enfin, on en parlait avec Manuel Valls. On dit beaucoup qu'ils n'ont pas envie de venir. C'est vrai? Bon, enfin, on n'est pas. Je pense qu'on n'est pas des enfants et on n'est pas à l'école, quoi. Voilà. Donc on ne va pas chercher des bonnes notes et des mauvaises notes. Je pense que sur l'ensemble collectivité locale, il y a un effort important qui est demandé. C'est pour participer aux 50 milliards d'euros. Ceux qui critiquent le plus demandent que l'effort de 50 milliards passe à 100 milliards. Donc je pense que tout le monde est au moins d'accord. Il faudra interroger les personnalités du parti appelé les Républicains. S'ils font 100 milliards, jamais ils ne rendront les dotations. Donc ils sont d'accord avec la baisse des dotations. À partir de ce moment-là, on peut discuter ensemble pour voir comment on le fait bien. Et on le fait avec justice et en luttant contre les inégalités territoriales qui, elles, existent encore. Merci Marie-Lise Lebranchu d'avoir été notre invitée ce matin dans Territoire d'Info. À bientôt. Dans un instant, nous allons traiter de l'actualité et des propos de Marie-Lise Lebranchu. C'est le débrief avec les deux éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Bonjour, alors j'accueille Zoé Cadio, qui est correspondante du Midi Libre et de l'Indépendant. Et j'accueille Jérôme Cordelier, qui est rédacteur en chef des éditions locales du magazine Le Point. Bonjour à vous deux. Bonjour. On commence avec la semaine terrible du gouvernement. Marie-Lise Lebranchu a dit « on remonte petit à petit ». Ça a l'air d'être le slogan gouvernemental, Zoé Cadio. Il faut mieux être optimiste quand on voit l'enchaînement des séquences un peu désastreuses de ces derniers temps, que ce soit à Moiran, comme on l'a vu, où on a assisté à un remake des événements de l'autoroute A1 et qui donne vraiment ce sentiment d'impunité par rapport aux gens qui ne respectent pas la loi malgré la fermeté affichée. Et aussi bien le fait, comme on a vu aussi, le déplacement de François Hollande à la Courneuve qui a vraiment tourné en eau de boudin, alors que normalement les banlieues, c'est 75% de son électorat. Violence inacceptable, mais il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, dit Jérôme Cordelier. Ah oui, alors j'ai trouvé que Maryse Lebranchu était plutôt courageuse, parce qu'elle défend beaucoup de choses qui sont indéfendables, en fait. Et c'est une bonne militante, Maryse Lebranchu, et puis elle assume des choses, même elle des choses qui ne sont pas de son fait. Elle a une vraie expérience ministérielle, longue, donc elle connaît. Oui, mais il faut le saluer aussi, c'est courageux. Il faut saluer le courage en politique aussi, je pense. Mais par contre, alors moi j'étais abasourdi par le parallèle entre les violences des Roms et les violences des agriculteurs à Morlaix. Alors là, mettre sur le même terrain, quand même, c'est deux... Moiran et Morlaix, oui. Elle s'est reprise un peu parce qu'elle a d'abord attaqué les agriculteurs et après elle a recadré son propos sur les bonnets rouges qui a été un mouvement... Mais même en disant je connais bien les choses, je viens de ce coin-là. Oui, mais même on peut pas mettre en parallèle même les bonnets rouges par rapport aux violences des Roms. Sûr, violences des Roms qui montrent quand même la déliquescence de l'institution de la police, quoi. Je veux dire, comment on n'arrive pas à maintenir l'ordre public dans une commune comme Moiran, dans le Jura? Non mais attendez, c'est hallucinant. On sent l'ancienne garde des Sceaux quand elle dit les messages sont passés au procureur. On est clair et ferme. Oui, alors là aussi, c'est un peu surprenant ce type de propos parce que j'ai toujours entendu le président de la République dire qu'il y avait une séparation des pouvoirs, alors qu'il se permet de faire des commentaires, comme on l'a vu hier, notamment par rapport au fait que le prisonnier n'avait pas pu sortir de prison pour l'enterrement de son frère de 17 ans qui avait été tué lors d'un accident de voiture. Donc la séparation des pouvoirs, je me pose la question. En plus, il promet aussi une fermeté et des peines de prison et on sait que ces gens-là s'exposent à 10 ans. Donc est-ce qu'en même temps il se fait avocat, juge? C'est très surprenant de sa part. Moi je pense que le problème c'est que c'est pas un problème de justice, c'est un problème d'ordre public et de maintien de l'ordre public. Vous vous rendez compte le message qui est passé? Je veux dire déjà par le fait que l'un a été bloqué par
des Roms. Et là, maintenant, à Moiran, vous vous rendez compte le message qui est passé. Et l'état, on a parlé d'exaspération, mais aussi l'état de profonde angoisse et inquiétude dans lequel est la société française, quand on voit que la police n'arrive pas à maintenir l'ordre. C'est pour ça que je pense que c'est plus un problème de police que de justice, évidemment. Bernard Cazeneuve s'est précipité sur place, d'ailleurs. Avec un peu de retard, hein. Il est arrivé simplement hier soir, alors qu'on aurait pu l'attendre hier matin. Enfin, je trouve que la gestion de cette crise a été un peu particulière. Certes, il s'est rendu à la jungle, mais ce problème-là est connu depuis longtemps à Calais, alors que je pense que les gens avaient envie d'avoir justement une réponse ferme. Et pour répondre justement à la polémique qui s'est développée hier matin par rapport au laxisme de l'État, par rapport aux événements, je pense qu'il y a eu une faute politique de leur part. Jérôme Cordelier, là-dessus? Oui, je maintiens toujours l'ordre public et je trouve que... voilà. Quoi. Alors Air France, réunion sous tension bien sûr, 1000 premières suppressions d'emplois. Quand je lui ai demandé si les résultats financiers qui pourraient être meilleurs qu'on ne pense allaient impacter le dialogue là-bas et la réponse du gouvernement. Alors je ne pense pas, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur l'histoire de Air France, il ne faut pas gérer ça comme ça. Aujourd'hui j'ai de l'argent et demain j'en ai pas. Ils ont vraiment un problème de financer leurs avions, le développement de leur politique commerciale. Donc, et puis on critique Air France, mais quand on voit, Air France n'a pas su faire sa mue économique par rapport aux autres et n'arrive pas à gérer les pilotes. Mais est-ce que c'est facile, après 30 ans de 30 glorieuses, d'avoir une gestion des syndicats qui était une redistribution, alors que maintenant on est vraiment dans un syndicat de crise et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de perdants. Malheureusement, ça c'est ce qu'on disait avant la crise, mais maintenant on est au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire il y a un grave conflit social à gérer à Air France. Avec 17%, hein, l'État. Voilà. Je suis pas sûr que Maryse Lebranchu... C'est le premier actionnaire, mais c'est le premier actionnaire, mais 17%. Je suis pas sûr que Maryse Lebranchu aide beaucoup le PDG d'Air France en disant que on va faire en sorte que tous les emplois soient sauvés. Les frondeurs veulent la tête du président d'Air France. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, enfin les frondeurs veulent beaucoup de choses et n'obtiennent pas grand-chose. Hein. Vous pensez que ce conflit d'Air France va se prolonger, vous, l'un l'autre, votre analyse? Je pense que ce conflit d'Air France va se prolonger d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même un problème de culture, comme je vous le disais, c'est que les syndicats aussi n'arrivent pas à faire leur propre mue. Et ils sont obligés, contrairement à ce qu'ils disent, à gérer une crise, alors que jusqu'avant, ils étaient appelés à gérer la redistribution. Il n'y a plus de redistribution. Communes et départements, baisse des dotations stigmatisées par François Baroin, une saignée, dit-il. Elle a confirmé les chiffres de 40 départements pour 2016 en difficulté. Oui, mais il faut à cause du RSA. À cause du RSA qui représente 9 à 10% des finances. Hein. Voilà. C'est leur dépense, à 9 à 10%. Et il faut savoir que dedans, il y a aussi le RSA, mais il y a aussi l'allocation handicapée. Donc, ils font face... 9-10 départements vont bénéficier de l'aide. Hein, oui, c'est ce qu'on dit. Oui, alors de l'aide, mais quelle aide? On n'a pas le montant précis. Pas très importante, a-t-elle dit. Hein, voilà, pas très importante, mais sans montant. Et elle nous dit qu'il y aura des critères, mais pour l'instant, les critères ne sont pas mis sur la table. Donc, je pense aussi que l'enveloppe sera déployée, sera présentée lors du congrès des maires. Et là, on voit aussi qu'il y a une certaine tension au niveau gouvernemental à s'y rendre, parce que c'est très rare que 15 jours avant l'organisation de cette énorme manifestation, on ne sait pas encore si le Premier ministre ou le Président de la République va venir. Mais il est évident que le Premier ministre sera là et qu'il fera face. Il faut se souvenir que le gouvernement ne s'était pas rendu, voulait pas se rendre à l'Association des maires des grandes villes de France, qui fait son congrès annuel à l'Hôtel de Ville, et que c'est justement Maryse Lebranchu qui a remplacé au pied levé Manuel Valls devant les maires de France. Il nous reste une petite minute pour voir vos unes. Le RSA peut-être avant qu'on conclue, vous avez... Sur le RSA, non, pas plus, sauf que c'est effectivement les régions et les départements, c'est surtout les départements qui prennent ça en charge. Organiser des suivis, hein, donc on a lancé au début une enveloppe de 700 millions pour pouvoir les aider, c'est ce qu'avait demandé Baroin. Il faut savoir aussi que la Cour des comptes, si elle reconnaît aussi les difficultés financières des territoires, elle confirme aussi qu'il y a peut-être aussi un problème de gestion de ces comptes. On regarde vos unes réciproques. Alors on regarde celle du Midi Libre. Alors Midi Libre a justement fait sa une sur le problème Tension de Lunel, extrême, hein, à Lunel. Alors ça renvoie aussi à un problème aussi des djihadistes. Il y a un problème de filière dans ce coin-là. On dit qu'il y a une certaine radicalisation. Jérôme Cordelier,
La une du Point. La une du Point, c'est enquête sur le président Juppé. Et alors on s'est replongé un peu dans les archives. Toujours des photos à l'américaine. Hein. Voilà, On l'a décrit. on fait Nicolas Sarkozy la semaine Oui, dernière. Il faut que ça se voit bien sur les dos de kiosque, hein, mon cher Cyril, vous savez bien. Il y a une enquête passionnante de Clément Lacombe et Béatrice Parinaud sur la gestion des grèves de 95 par Alain Juppé. C'est passionnant, ils se sont replongés dans l'histoire. Merci infiniment. On se retrouve demain matin. Les programmes continuent dans quelques minutes sur LCP, mais vous êtes sur Public Sénat et Sud Radio qui continue également. À demain, merci. Merci.